L'hiver arrive, et avec lui la bronchiolite, qui touche encore trop de nourrissons chaque année. En comprenant comment elle se transmet, en adoptant quelques gestes simples et en profitant des solutions de prévention disponibles, chaque parent peut protéger son enfant. La bronchiolite est fréquente, mais elle n'est pas une fatalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Éric Neumann, cofondateur d'Akayogi, et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur Christophe Battard. Bonjour docteur. Bonjour Eric. Vous êtes pédiatre à Vincennes, vous êtes également membre de l'AFPA, qui est l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et aussi membre de Infovac France. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que la bronchiolite ? Là où les bronchiolites, parce qu'il y a plusieurs virus, beaucoup de virus qui peuvent donner des bronchiolites. Alors, les bronchiolites AVRS, qui sont les plus connus, qui apparaissent la plupart du temps, comme tous les ans, du Beaujolais nouveau à l'épiphanie, qui précèdent les grippes, eh bien, ce sont elles qui vont casser des pieds de ces petits nourrissons et puis donner une surcharge de travail aux professionnels de santé et angoisser beaucoup les parents. Très bien. Concrètement, pour le nourrisson, comment ça se traduit? Parce que bronchiolite, on entend bronche ou bronchiole. Quel est le lien justement par rapport aux symptômes respiratoires, j'imagine? Tout à fait. Eh bien, bronchiole, c'est les toutes petites bronches et qui vont aller jusqu'aux alvéoles. Et on imagine bien que s'il y a de l'inflammation de l'eau dans ces petites bronchioles et les alvéoles, les échanges pulmonaires vont moins bien se faire. Alors justement, quels sont ces signes ou symptômes caractéristiques pour les parents à observer chez leur nourrisson? Alors, un mot qui revient souvent quand ils arrivent en consultation, c'est docteur, mon enfant tire. Alors, on tire quoi? Non, en fait, c'est qu'il tire, il augmente l'ampliation thoracique et du coup, effectivement, elle va mettre en jeu des muscles respiratoires actifs et passifs qui vont permettre de respirer de façon encore plus profonde, comme s'il venait de finir un 100 mètres. Mais le problème, c'est que le 100 mètres, il dure pendant plusieurs heures, plusieurs jours et voire même plusieurs semaines. Donc, effectivement, on comprend que ce petit nourrisson soit fatigué et qui finissent par inquiéter les parents. Très bien. Alors justement, ces symptômes que vous venez de nous décrire sont peut-être pas les seuls. Quels sont, de manière un peu plus vaste, plus générale, pardon, les symptômes qui doivent pousser les parents à consulter? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a 3 signes dont on prévient les parents. C'est 1, la respiration, 2, l'alimentation et 3, la surinfection. Alors, le premier, c'est la respiration. Quand un enfant respire vite, il va avoir des signes de lutte respiratoire, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec des tirages entre les côtes, un enfant qui balance entre le thorax et l'abdomen, et puis on peut même voir tirer même les sternocleidomastoïdes. C'est un enfant qui ne respire pas comme d'habitude et les parents, voilà. Pour ça, il faut enlever le body pour bien voir son enfant respirer quand on est inquiet. Et puis l'enfant va aussi beaucoup tousser et inquiéter les parents. Deuxièmement, Eric, cet enfant va moins bien manger et quand un enfant mange moins bien, les parents s'inquiètent. Et donc, le critère à retenir, ce serait 3 repas où l'enfant mange moins de la moitié. Ou alors 3 repas que l'enfant mange, mais qu'il vomit quasiment dans son entièreté. Voilà. Il y a une différence entre les enfants qui sont au biberon, où on voit très bien, on peut quantifier. Les enfants qui sont au sein, c'est un petit peu plus compliqué, mais la maman, elle sait très bien quand le sein il est vidé ou il n'est pas vidé. Et la troisième, eh bien, c'est la conséquence de tout ça, c'est que parfois, cette inflammation va favoriser la concomitance d'une bactérie, notamment le pneumocoque, avec cette association de malfaiteurs, VRS, virus respiratoire syncytial, et bactéries, pneumocoque, qui va surinfecter, donc en donnant des pneumonies, voire des otites chez le tout petit nourrisson. Est-ce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas attendre que le nourrisson ait des problèmes de respiration, problèmes respiratoires, pour consulter? Il faut anticiper dès les premiers signes, selon vous? Alors effectivement, un enfant qui respire pas bien ou qui ne mange pas bien ou qui fait de la fièvre, eh bien les parents, en fonction de leur expérience, vont pouvoir mettre en œuvre soit l'appel du médecin pour aller consulter, pour évaluer son enfant, soit mettre en œuvre des lavages du nez, donner du paracétamol pour soulager l'enfant et puis voir un peu l'évolution de l'alimentation, qui est un très bon critère pour surveiller un enfant qui mange très bien, n'a pas de problème respiratoire si important. Un enfant
enfant qui ne respire pas bien et qui ne mange pas bien, qui plus est et qui a de la fièvre, va nécessiter une surveillance très particulière et pousser les parents à aller consulter le médecin, voire les urgences. Quels sont les facteurs qui augmentent les risques d'incidence de la maladie? Eh bien, ce sont, surtout d'abord le terrain et sur quel terrain s'abat ce pathogène Mmh. et on sait que, les bébés qui sont les plus fragiles, ceux qui présentent des maladies, congénitales Mmh. avec, parfois des insuffisances cardiaques, ou des enfants qui ont été opérés du cœur, vont, nécessiter une plus grande attention, une vigilance sur les risques infectieux et puis, tous les enfants qui sont, nés prématurément, effectivement ont des bronches, plus fragiles. Ils peuvent avoir eu des maladies à la naissance qui ont fait que ça a abîmé déjà leurs bronches, donc il est important pour eux de les préserver et s'ils sont malheureusement atteints par des virus, quels qu'ils soient, mais notamment le virus respiratoire syncytial, ils vont être encore plus, rapidement, en danger que Mmh. les autres qui sont nés, bien robustes. En termes de public, vous avez parlé de la vaccination, maternelle avant la naissance de l'enfant. Est-ce que cette vaccination, avant la naissance, est plus profitable, je dirais, que l'immunisation de l'enfant une fois qu'il est né? Alors en termes de comparaison, les résultats sont à peu près similaires Mmh. avec, quelques petites différences, sachant que l'immunisation, la protection du petit nourrisson à la maternité a débuté avant la vaccination maternelle. Donc on a des chiffres encore plus patents et beaucoup plus d'informations dessus, puisqu'on est arrivé en terrain vierge Mmh. et qu'on a pu comparer. D'ailleurs, j'ai participé à une étude qui Mmh. s'appelait Harmonie, Mmh. par le laboratoire Sanofi. Mmh. On avait randomisé, et tirage au sort, les enfants qui allaient bénéficier de ce médicament Mmh. et puis les enfants qu'on allait juste surveiller et on a montré, grâce à cette étude en vie réelle dans nos cabinets et aussi à l'hôpital, cette étude a été menée également en Angleterre et en Allemagne de façon, concomitante, des résultats extraordinaires entre ne rien faire et faire cette protection qui sont de l'ordre de 80 80 de réduction d'hospitalisation en réanimation, 80 de diminution d'hospitalisation tout court dans les services de pédiatrie générale, 80 de diminution de passage aux urgences, 80 de diminution, de passage dans les cabinets libéraux, de pédiatres ou de médecins généralistes. Donc c'est quand même assez extraordinaire et puis on a publié très récemment une diminution de 80 du nombre d'otites AVRS du nourrisson, pendant cette première année. Donc vraiment des résultats qui sont, magnifiques pour cette immunisation du petit nourrisson à la maternité ou en sortant de maternité pour aller voir le pédiatre. OK, c'est Deuxièmement, oui. on a cette vaccination maternelle qui est, un peu plus, compliquée à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'elle ait lieu, entre 32 et 36 semaines a priori. C'est la cible qui a été choisie parce qu'il faut, protéger ce petit nourrisson surtout de la coqueluche. Il faudrait que ce petit nourrisson soit protégé avec une vaccination maternelle et on sait que ça marche moins bien quand les 2 vaccinations sont accouplées, donc il faut attendre au moins 15 jours entre les 2. Mmh. Très bien. Et il faut également que cette vaccination maternelle ait lieu au moins 15 jours, un mois avant la naissance de ce petit nourrisson pour que le transfert des anticorps de façon active se passe. Donc vous voyez, c'est des choses, un peu, stratégiques, Mmh. et il ne faut pas que le nourrisson naisse avant non plus, donc un peu stratégique, mais ça fonctionne pas mal aussi puisque les anticorps, vont rester chez l'enfant pendant à Mmh. peu près 5 mois et c'est à peu près aussi la durée de l'épidémie, la durée aussi de l'anticorps monoclonal également. Quelques conseils pratiques que l'on pourrait donner, aux parents, pour une approche préventive? Qu'est-ce qui peut être fait en amont? La meilleure prévention, c'est l'immunisation ou la vaccination. Voilà. Après, bien entendu que on a compris qu'avec, comme c'est un virus, aéroporté, eh bien qu'il fallait, comme d'habitude, tous les hivers, mais à chaque fois que quelqu'un est malade, soit, mettre un masque pour, protéger celui qui est le plus fragile, mais aussi ventiler, les, habitations, Ah oui. se laver les mains, quand on rentre, de l'extérieur et qu'on doit s'occuper d'un petit nourrisson ou d'une personne fragile. Enfin, ça reste du bon sens, Mmh. mais il est bon de rappeler. Alors en conclusion, docteur, qu'est-ce qu'on peut indiquer comme bénéfice pour les parents à faire, vacciner donc la mère avant la naissance de l'enfant ou à immuniser l'enfant une fois qu'il est né?
Alors vous savez Eric, la diminution, de la mortalité, dans le monde, la première cause, enfin c'est l'accès à l'eau potable. La deuxième, c'est, la vaccination. Mmh. Donc si on résume, eh bien, il n'y a rien de mieux que comme prévention Mmh. de protéger ce petit nourrisson. Donc le protéger ce petit nourrisson, on l'a vu, les nourrissons sont aussi malades, ceux qui sont nés avant l'épidémie que ceux qui naissent pendant l'épidémie et donc il faut protéger avec le moyen qu'on choisit les parents, Mmh. soit de vacciner la maman et de passer les anticorps, tranquillement, par voie sanguine du placenta, chez le petit nourrisson et qui naissent déjà avec ces anticorps, soit, à la maternité de, choisir ou d'aller voir son pédiatre le lendemain, pour, bénéficier de cette immunisation, par cet anticorps monoclonal. Donc on voit bien tout l'avantage qu'il y a à, protéger son petit nourrisson, et puis c'est quand même, par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, un énorme soulagement pour, les parents, pour les enfants évidemment et aussi pour les professionnels de santé qui, n'ont qu'à penser à la prévention et non plus à s'occuper des soins des petits nourrissons puisque ça a transformé nos vies de professionnels de santé Mmh. pendant ces hivers, dits infernaux. Eh bien, ils le sont un peu moins grâce à ça. Merci docteur pour tous ces bons conseils. Pour, celles et ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, de la prévention de la bronchiolite, on vous invite à aller sur le site de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'afpa.org, sur lequel vous allez retrouver, des centaines de réponses aux questions que vous avez. Des milliers de questions et des milliers de réponses. Pardon docteur, des milliers, de questions, auxquelles vous aurez donc ces réponses sur le site de l'AFPA, pour la prévention, comment se prémunir de la bronchiolite. Merci encore docteur de votre temps. Merci Eric. Merci à vous et à bientôt. Afin d'enrichir la connaissance de chacun, Harmonie Mutuelle renforce chaque année son programme La santé de votre enfant. Cette démarche s'inscrit plus largement dans le mouvement Éco-santé afin de promouvoir une meilleure prévention tout au long de l'année. Il est encore temps d'agir pour aider nos enfants à traverser l'hiver en bonne santé. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.